Yassas Seolus et bienvenue sur Nikos Cosmos et sur ce nouvel épisode, épisode 7, de notre voyage sur l'histoire de la Grèce moderne. Entre 1912 et 1913, la Grèce sort triomphante des guerres balkaniques. En moins de 2 ans, elle s'empare de Thessalonique, de la plus grande partie de la Macédoine, de Ioannina et d'une partie de l'Épire, et consolide son contrôle sur plusieurs îles de la mer Égée. Le royaume a presque doublé son territoire et sa population, et dans les rues d'Athènes comme de Thessalonique, on parle d'une nouvelle Grèce qui se lève. À la tête du gouvernement, Eleftherios Venizelos, arrivé en pouvoir en 1910, incarne cette phase de modernisation. Il réforme l'armée, renforce les alliances balkaniques, modernise l'administration et les infrastructures. Pour une partie de l'opinion, c'est l'homme qui a fait entrer la Grèce dans le XXe siècle. Mais derrière cette euphorie, les tensions régionales restent vives. La Bulgarie, frustrée par le second traité de Bucarest en août 1913, n'a pas renoncé à ses ambitions sur la Macédoine. L'Empire ottoman n'accepte pas la perte de territoires peuplés de musulmans et d'anciens sujets du sultan, du littoral égéen jusqu'à l'arrière-pays macédonien. Le 28 juin 1914, l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo déclenche la crise qui mène à la Première Guerre mondiale. En août 1914, alors que l'Europe s'embrase, la Grèce proclame officiellement sa neutralité. Mais cette neutralité va très vite devenir impossible à tenir. Lorsque la guerre éclate, le continent se divise en 2 grands blocs. D'un côté, la triple entente, France, Royaume-Uni, Russie. De l'autre, les empires centraux, Allemagne, Autriche-Hongrie, bientôt rejoints par l'Empire ottoman et plus tard par la Bulgarie. Pour la Grèce, cette configuration est lourde de conséquences. La Bulgarie revendique encore la Macédoine et l'Empire ottoman domine toujours la majeure partie de l'Asie mineure où vivent les communautés grecques nombreuses de Smyrne à la mer Noire. Au cœur de la vision de Venizelos se trouve une idée ancienne, la Megali Idea ou en français la grande idée. Depuis le 19e siècle, ce projet vise à rassembler dans un même État la plupart des populations grecques dispersées, notamment en Asie mineure et en Thrace. Pour lui, la Grande Guerre est peut-être l'occasion de transformer ce rêve en projet diplomatique concret. Dès 1914-1915, Venizelos songe à une entrée de la Grèce aux côtés de l'Entente. Il pense qu'en rejoignant Londres et Paris, la Grèce pourra revendiquer après la victoire la Thrace orientale et certains territoires de l'Asie mineure. La grande chance semble se présenter avec la campagne des Dardanelles. En février 1915, la flotte franco-britannique commence à bombarder les forts ottomans qui verrouillent le détroit des Dardanelles. Le 1er mars 1915, Venizelos propose aux Alliés de mettre à leur disposition 3 divisions grecques et la flotte hellénique pour participer à l'opération sur la péninsule de Gallipoli et ouvrir la route de Constantinople. Dans ces échanges, il n'hésite pas à envisager, sur suggestion britannique, des concessions douloureuses à la Bulgarie, comme la région de Kavala, pour obtenir en échange des gains en Asie mineure. Il parle alors d'un sacrifice très douloureux, mais estime que, sans alliance avec l'Entente, l'hellénisme d'Asie mineure sera perdu pour toujours. Cette phrase est révélatrice pour Venizelos. La priorité n'est pas seulement la Macédoine, mais surtout le destin des Grecs d'Orient. À Londres, cette offre grecque s'inscrit parfaitement dans les projets de certains stratèges. Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, voit dans l'usage de troupes grecques à Gallipoli une option idéale. Il estime qu'avec la suprématie navale britannique, il suffirait qu'une armée grecque s'empare de la péninsule de Gallipoli pour ouvrir les Dardanelles et, selon lui, dominer toute la situation autour de Constantinople et de la mer Noire. Mais à Athènes, le roi Constantin, soutenu par son chef d'état-major Ioannis Metaxas, s'y oppose fermement. Metaxas juge l'opération suicidaire du point de vue militaire et Constantin, formé en Allemagne et marié à une sœur du Kaiser, tient à préserver la neutralité grecque. Il considère que la Grèce n'a rien à gagner à s'engager contre l'Empire ottoman dans une opération aussi incertaine. Face à ce refus, Venizelos démissionne le 6 mars 1915. La première grande rupture entre le roi et le Premier ministre vient d'avoir lieu. Pour les partisans de Venizelos, la Grèce a manqué une occasion historique. Pour les royalistes, le roi a sauvé le pays d'une aventure désastreuse. Ce désaccord stratégique va bientôt se transformer en fracture politique profonde. À l'été 1915, de nouvelles élections législatives donnent à Venizelos une large majorité. Il revient au pouvoir en août, toujours convaincu qu'il faut arrimer la Grèce à l'entente. La situation régionale se détériore rapidement.
En octobre 1915, la Bulgarie rejoint les empires centraux et attaque la Serbie. Pour sauver ce qui peut l'être, l'Entente décide de débarquer un corps expéditionnaire à Thessalonique, ville stratégique pour ouvrir un front balkanique. Venizelos accepte l'arrivée des troupes franco-britanniques à Thessalonique le 5 octobre 1915, en estimant que cela protège la Macédoine grecque et prépare une alliance formelle. Le roi, lui, y voit une violation de la neutralité et un risque de voir le pays entraîné malgré lui dans la guerre. Sous la pression de Constantin, Venizelos est à nouveau contraint de démissionner en octobre 1915. Un gouvernement favorable au roi le remplace, tandis que le Parlement élu, à majorité libérale, est progressivement neutralisé. À partir de là, la société grecque se polarise. Les vénizélistes soutiennent l'entente, se rangent derrière le parlementarisme et voient dans le roi un obstacle, voire un danger pro-allemand. Les royalistes défendent la neutralité, la prudence et la figure du souverain qu'ils considèrent comme le garant de la stabilité. La presse se divise, les cafés, les clubs, les associations se rangent d'un côté ou de l'autre. Des familles se déchirent, des milices informelles apparaissent et l'adversaire politique est souvent traité de traite à la patrie. Plus tard, pour résumer cette période, les historiens parleront de schisme national, une fracture politique, sociale et culturelle qui coupe le pays en deux camps irréconciliables. Venizelos, de son côté, durcit peu à peu le ton dans son entourage. Commentant l'attitude du roi, il admet qu'il est naturel, qu'il ait peur de se jeter à l'eau, mais ajoute que la Grèce a déjà perdu une grande occasion en n'intervenant pas tout de suite et qu'il n'est peut-être pas trop tard pour rejoindre l'entente. On sent chez lui la conviction que l'histoire ne repassera pas deux fois. L'année 1916 voit la neutralité grecque se vider de son contenu. Au nord, les troupes bulgares occupent une partie de la Macédoine orientale, notamment autour de Kavala, parfois avec la passivité imposée des autorités royalistes, contraintes par la position officielle de neutralité. Pour les vénizélistes, c'est un scandale. Ils accusent le roi de laisser la Bulgarie piétiner le sol grec. Dans le même temps, les forces de l'entente, installées à Thessalonique depuis l'automne 1915, transforment la région en une vaste base militaire. Le front de Macédoine devient un théâtre d'opérations à part entière, avec des troupes françaises, britanniques, serbes et bientôt grecs. En septembre 1916, Venizelos prend une décision radicale. Le 25 septembre, il quitte Athènes pour la Crète, puis rejoint Thessalonique où il proclame un gouvernement de défense nationale, ouvertement soutenu par les Alliés. Ce gouvernement parallèle recrute des volontaires, rallie une partie des officiers, surtout dans le nord, et se déclare engagé aux côtés de l'entente. La Grèce se retrouve alors avec deux autorités rivales, un gouvernement royal à Athènes, neutre en apparence, mais hostile aux Alliés, un gouvernement vénizéliste à Thessalonique, allié aux franco-britanniques. Les tensions culminent à Athènes en novembre-décembre 1916 lors des événements de décembre. Des troupes alliées débarquent à Athènes pour tenter d'obtenir le désarmement de certaines unités royalistes. Des affrontements éclatent dans la capitale entre soldats étrangers et forces loyalistes grecques, faisant des morts et accentuant la haine réciproque. Progressivement, l'entente impose un blocus et accroît la pression diplomatique sur le roi. Le 11 juin 1917, Constantin est contraint d'abdiquer et de quitter la Grèce. Son fils Alexandre monte sur le trône, jugé plus acceptable par les Alliés. Venizelos revient à Athènes en maître du jeu. Il reconstitue un gouvernement unifié, met fin, du moins en apparence, à la dualité Athènes-Thessalonique et s'apprête à engager pleinement le pays dans la guerre. Mais le prix de ce rassemblement est lourd. Le schisme national est désormais ancré au cœur de la société. Le 30 juin 1917, la Grèce déclare officiellement la guerre aux empires centraux. Après 3 années de neutralité tourmentée, elle rejoint enfin le camp de l'entente. La mobilisation n'est pas simple. L'armée sort des guerres balkaniques, a été instrumentalisée par les deux camps durant le schisme et de nombreux officiers royalistes ont été écartés. Venizelos mène alors une politique de purge dans l'administration et l'armée pour s'assurer de la loyauté de l'appareil d'État, ce qui laisse des rancœurs durables. Malgré ces obstacles, plusieurs divisions grecques sont intégrées à l'armée d'Orient, commandée par le général français Franchet d'Espéré sur le front de Macédoine. L'épisode décisif a lieu en septembre 1918 lors de l'offensive de Vardar. Le 15 septembre, les troupes franco-serbes, appuyées
par la division grecque de l'archipel, perce les lignes bulgares à Dobropol. Les jours suivants, d'autres unités grecques, comme les divisions Cérès et crétoises, attaquent dans le secteur de Douaran et du mont Preslap, où des soldats grecs escaladent de nuit des falaises pour prendre à revers des positions bulgares fortifiées. Cette offensive brise la résistance bulgare. La Bulgarie demande l'armistice le 29 septembre 1918, ouvrant la voie aux Alliés vers le Danube et précipitant l'effondrement du front balkanique des empires centraux. Pour Venizelos, cette participation grecque au combat est un argument clé. Depuis des années, il prévient que si l'Allemagne et ses alliés l'emportent, ce sera une catastrophe pour la Grèce, car la Bulgarie et l'Empire ottoman auraient les mains libres contre la population grecque de Macédoine et d'Asie mineure. A l'inverse, il répète que les intérêts grecs sont inextricablement liés à ceux des puissances navales occidentales et avant tout à ceux de la Grande-Bretagne. En novembre 1918, à la signature de l'armistice, la Grèce se trouve du côté des vainqueurs. Elle peut désormais espérer récolter les fruits de son choix stratégique lors des conférences de paix. Après la guerre, Venizelos représente la Grèce à la conférence de paix de Paris. Il y défend un programme ambitieux, inspiré de la Mégalidea, obtenir la Thrace orientale, l'administration de la région de Smyrne et consolider la présence grecque en mer Égée. Le 10 août 1920, le traité de Sèvres est signé entre les Alliés et l'Empire ottoman vaincu. Du point de vue grec, ce traité semble consacrer un triomphe diplomatique. La Grèce obtient la majeure partie de la Thrace orientale jusqu'aux abords de Constantinople. Elle reçoit l'administration de la région de Smyrne pour une période de 5 ans, à l'issue de laquelle un plébiscite doit décider d'un éventuel rattachement définitif. Les îles d'Imbros et de Ténédos sont également placées sous souveraineté grecque. Pour de nombreux Grecs, 1920 apparaît comme un apogée historique. Le pays est du côté des vainqueurs, ses frontières se sont élargies en Europe et en Asie, et Smyrne, grande métropole hellénique d'Orient, passe sous administration grecque. Certains voient dans cette situation la réalisation, au moins partielle, de la grande idée. Mais derrière ce tableau triomphant, les équilibres sont très fragiles. Dans l'intérieur de l'Anatolie, un nouveau pouvoir émerge déjà. Le mouvement national turc, dirigé par Mustafa Kemal, refuse catégoriquement le traité de Sèvres et se prépare à le remettre en cause par les armes. C'est à partir de ce moment que commence une autre histoire, celle de la guerre gréco-turque et de l'effondrement de ses espoirs. Car à peine la signature du traité de Sèvres célébrée, la situation bascule. En Anatolie, le mouvement national de Mustafa Kemal s'organise, réarme et refuse de laisser Smyrne et la Thrace orientale sous contrôle grec. En quelques années à peine, la Grèce va passer de l'apogée de 1920 à l'un des plus grands drames de son histoire contemporaine, la perte de Smyrne, l'exode massif des Grecs d'Asie mineure et la fin brutale de la grande idée. Mais cette grande catastrophe, la guerre gréco-turque de 1919-1922 et ses conséquences fera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà pour ce 7e épisode de l'histoire de la Grèce moderne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de cette grande fresque de l'histoire de la Grèce moderne. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee, le lien est en description. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Sur ce, Nastekala.